Salut, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la diapo que je viens de supprimer. C'est juste après que je me suis rendu compte que les projections insérées ne passaient pas. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré supprimer cela de façon à le refaire à nouveau. Question de faciliter la compréhension. Comme toujours, nous sommes en classification des sections transversales en compression et en traction. Voici une image montrant un profilé métallique, on pourrait dire un IPE, fait de deux semelles, la supérieure par le dessus et la semelle inférieure par le bas, reliées par lame de façon perpendiculaire. Donc, simplifions les choses par un dessin. Nous avons une section transversale dont H représente la hauteur du profilé, B la largeur du profilé, H la hauteur comprise entre les deux semelles, D la hauteur de lame exemptée du rayon de courbure, C la largeur de lame, TW, non, C c'est la largeur de la semelle plutôt, et T indice W l'épaisseur de lame, TF l'épaisseur de la semelle et R le rayon de courbure. Passons à la page suivante. La classification de section devrait déterminer la résistance limite ainsi que la capacité de rotation provoquée par le voilement local des parties des sections selon la norme EN 1999. En construction métallique, nous avons 4 types de classes. Donc la classe 1, la plus performante au regard des autres. Pourquoi est-elle la plus performante? C'est ce que nous allons comprendre. Les profilés de classe 1 ont cette capacité d'atteindre leur résistance plastique sans risque de voilement local, ainsi qu'une capacité de rotation importante formant des rotules plastiques. Qu'est-ce que l'on entend par rotules plastiques? Prenons un exemple. Voici une poutre sur deux appuis avec une charge concentrée en son milieu, donc Q. Lorsque la valeur du moment fléchissant en ce point atteint la valeur critique, la poutre fléchit en formant des tronçons rigides A et B, reliés par une rotule à frottement, représentée par le point noir sur le dessin, sans risque de voilement local. Et c'est par là que cette rotule portera le nom de la rotule plastique. Ça aurait été le cas où il y avait voilement local, cette rotule à frottement ne devait pas être appelée. De toute façon, il n'y aura pas de rotule à frottement parce que le profilé devait se voiler, soit se tourner, et voilà. Et ce n'est qu'en classe 1 que nous avons cette exception-là. Prenons une projection d'image pour mieux comprendre le phénomène. Donc une première parce qu'il y en aura deux. Donc on va essayer de comparer cette première à la dernière que nous allons prendre. Là, vous allez mieux comprendre le phénomène, de quoi il s'agit exactement. Donc voilà, nous allons la jouer. Ok, donc comme l'image l'a montré, nous avons une poutre sur deux appuis auxquels on applique une charge concentrée en son milieu. Les poutres n'ayant pas une capacité de répondre à cette charge, elle fléchit en formant une rotule plastique en ce point. Ce qui ne sera le cas de la classe 2, 3 et 4. Donc la classe 2 étant une classe intermédiaire pouvant atteindre la résistance plastique sans risque de voilement local, mais seulement avec une capacité de rotation limitée, ce qui le diffère plutôt de la classe 1. La classe 3 étant aussi une classe intermédiaire pouvant atteindre leur résistance élastique en fibre extrême, mais non leur résistance plastique, au risque de voilement local. La classe 4 étant la plus fragile, ne pouvant atteindre même leur résistance élastique, du fait du voilement local toujours. Donc, je pense que nous allons prendre une seconde projection. Je crois que ça, c'est avec
une poutre également que nous allons appliquer. Voilà, nous allons jouer l'image. Observons bien l'image. On positionne notre poutre. On applique une charge. Elle se tourne. Ok, donc voici une poutre sur deux appuis soumis à une charge en son milieu qui fléchit en se voilant. Voilà la différence, ce qui peut faire la différence des classes, des profils. Donc, nous allons passer à la page suivante. Donc, voilà un cas de voilement local. Pour mieux expliquer la chose, il y a une image et une photo réelle. Donc, pour cela, pour la classe 4, les valeurs élastiques efficaces sont prises en compte dans les calculs. Et pour la classe 3, les valeurs élastiques sont prises en compte dans les calculs. Ainsi, sur la classe 1 et 2, les valeurs plastiques sont prises en compte dans les calculs. Donc, passons à la page suivante. Alors, pour déterminer la classe du profilé, il faudrait d'abord déterminer la classe de la semelle, ainsi que celui de lame. Par la suite, l'on tient compte de la classe la plus élevée, ce qui serait donc la classe du profilé. Lame se détermine avec le rapport T sur W, donc la hauteur de lame sur son épaisseur, afin de déterminer la valeur limite de la paroi comprimée quand il s'agira de la compression, et la valeur limite de la paroi fléchie quand il s'agira de la traction. La semelle se détermine avec le rapport C sur TF, donc la largeur de la semelle sur son épaisseur, et cette dernière est toujours comprimée. Donc ici, il s'agira de la valeur limite, ici plutôt il s'agira de déterminer la valeur limite de la paroi comprimée. Ainsi, pour les profils laminés normalisés, la largeur du profilé se détermine par la formule suivante, B qui est donnée. Et pour les profilés soudés, les PRS sont déterminés par la formule B, celle qui a été aussi donnée 2C plus TW. Ainsi, pour déterminer la classe de lame, nous avons les conditions telles que en flexion et ainsi qu'en compression. Par contre, pour la semelle, vu qu'elle travaille toujours de façon comprimée, nous avons qu'une seule condition que nous allons appliquer partout. Voilà, nous allons prendre un exercice d'appui pour pouvoir éclaircir tout cela dans les calculs. Voilà, prenons la page suivante. Pour notre première application, nous avons un profilé de section B fois H. Donc nous avons les données. On nous demande de classifier le profil suivant en compression et en traction. Passons à la résolution. Nous commençons avec la compression. Alors on détermine lame. Posons la formule. Déterminons D qui n'est que la hauteur de lame.
Après application numérique, nous avons un résultat de 175,1 mm. Alors, on fait le rapport pour déterminer la valeur limite de la paroi comprimée, ce qui me donne un résultat de 33,67. De ce fait, déterminons alors la déformation linéaire unitaire, dont on trouve un résultat de 0,92 après application numérique. Donc passons à la classification de lame. Nous avons les conditions. La valeur limite de la paroi comprimée doit être inférieure aux valeurs de comparaison. Prenons le premier cas, donc la première valeur de comparaison. Après calcul, nous trouvons que la valeur limite de la paroi comprimée est supérieure à la valeur de comparaison, ce qui ne vérifie pas déjà la condition. Donc, partons pour la deuxième valeur de comparaison. Après calcul, on trouve qu'elle est bien supérieure à la valeur limite de la paroi comprimée. La condition est donc vérifiée. On ajoute tout ce qui vient après cette valeur sur notre graphe. Et en conclusion partielle, nous disons que lame est de classe 2. Pour la semelle, ce qui concerne la semelle, c'est le même principe. On pose la formule, on détermine la largeur de la semelle, on fait le rapport pour déterminer la valeur limite de la paroi comprimée, tout en rappelant que la semelle travaille toujours de façon comprimée. Donc, comme cela a été fait pour lame, c'est la même démarche que nous allons suivre. Donc, on a les conditions, on les vérifie, puis on porte le choix sur le graphe après HE. Et en conclusion partielle, nous trouvons que la semelle est de classe 1. Donc, vu que lame est de classe 2, la semelle est de classe 1, donc en conclusion, on conclut qu'en compression, notre profilé est de classe 2. Passons au cas suivant qui est la flexion. Ok, donc en flexion, on change de jeu au niveau de lame. Désormais, lame va travailler en flexion, mais la semelle reste toujours comprimée. Donc, de ce fait, pour le calcul de lame, nous avons les conditions qui ont été données, mais la démarche reste la même. On vérifie les conditions, puis l'on détermine la classe sur le graphe après HE. Et la conclusion qui est tirée est que la classe de lame est la classe 1 en fait. Donc la lame est de classe 1. Et pour la semelle, il en serait le même. Partons sur le rapport afin de déterminer la valeur limite de la paroi comprimée de la semelle. Donc nous avons comme toujours les conditions. Nous passons à la vérification. Puis on détermine la classe dans le graphe. Et en conclusion, la semelle ici est de classe 1 également. D'où, de façon générale, vu que la semelle est de classe 1, lame également est de classe 1, on dira que le profilé en flexion est de classe 1. Donc voilà un peu ce qui a été prévu pour
pour cette séance. Et merci pour votre attention. Et on se retrouve à la prochaine séance. Ok, bonne chose à vous.